Bonjour Daniel Favre, vous êtes neurobiologiste, vous êtes également formateur d'enseignants et vous avez écrit de nombreux livres sur la pédagogie. Donc là, on vient de le voir, il faudrait remettre les émotions au cœur de l'apprentissage. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi important? Parce que finalement, vous qui êtes neurobiologiste, vous connaissez bien cette question, les neurones en fait, des émotions sont finement entremêlés avec ceux de l'apprentissage. Donc qu'est-ce que ça crée dans le cerveau? Dans le cerveau, ça veut dire que toutes les fonctions perceptives, de ressenti et de pensée sont le fruit d'une association étroite entre des neurones qui sont responsables du fonctionnement cognitif et des neurones qui sont associés à nos ressentis. Il faut faire un stop quand on est trop chamboulé pour pouvoir apprendre. Alors, l'idée, c'est que en laissant une place pour les émotions, on va éviter que les émotions prennent toute la place. Et en intégrant la place des émotions dans l'enseignement, l'apprentissage va être plus facile parce que l'élève va se sentir accepté dans toutes ses dimensions et pas seulement une partie de lui-même, la partie cognitive en particulier. Alors, est-ce que les enseignants que vous formez sont réceptifs à ce discours? Oui, parce que je leur montre un élément de réalité qu'ils ne connaissaient pas, c'est-à-dire je leur montre un petit schéma du cerveau et je leur montre qu'il c'est pas absolument impossible de fonctionner de manière uniquement cognitive et rationnelle. Donc quand on pense qu'on est objectif, il y a déjà une illusion. En revanche, le maximum d'objectivité est à notre portée si on prend en compte nos émotions, nos propres émotions en tant qu'enseignant, et aussi qu'on arrive à faire pareil avec les élèves. On a entendu sur le petit film que les élèves, justement, qui arrivaient à dire qu'ils étaient impulsifs, ils ont déjà pris du recul, ils vont pouvoir mieux s'autoréguler et pouvoir prendre leur place dans la classe sans que leurs émotions prennent toute la place, comme je disais précédemment. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il faudrait que l'enseignant arrive à dire à l'élève si tu n'as pas fait ses devoirs, c'est parce que tu as probablement une bonne raison. Donc là, on est vraiment dans un discours hyper empathique, mais est-ce que ça, c'est réaliste? Alors, ce qui est actuellement très visible, c'est qu'on cherche à faire avancer les élèves avec un système carotte et bâton. Alors que ce que je propose, c'est de prendre l'élève dans sa complexité cognitive et affective, et de voir en lui un sujet en devenir, un être en devenir. On ne sait pas vers ce qui va devenir. Lui non plus ne le sait pas. C'est quelque chose qui va se dérouler au cours de sa vie. Et au cours de cette vie, il va devenir un jour un citoyen responsable, capable de dire oui ou de dire non. Donc j'invite les enseignants à ne pas avoir peur du non de l'élève, même voire le solliciter pour que s'il peut dire non, d'un point de vue légitime dans la classe, alors à ce moment-là, ses oui seront plus forts et il sera motivé intrinsèquement pour les apprentissages. Alors, comment on arrive à amener un élève à avoir une pensée autonome? Eh bien, je pense déjà en le traitant comme un sujet et soi-même en tant qu'enseignant, en se traitant aussi comme un sujet, c'est-à-dire en étant capable de dire là, je ressens ceci, ou là, je sens que je commence à m'irriter. Oui, et en étant donc à l'origine de ses propres sentiments. C'est vraiment donner une place aux émotions, aux ressentis dans la classe. Et en donnant l'exemple en tant qu'adulte qu'on peut le faire, que parler de ses émotions, c'est pas s'affaiblir. Si on a besoin de cacher ses émotions, c'est qu'on est faible. C'est le contraire. Pouvoir dire ce qu'on ressent, c'est se montrer fort. C'est un message de force qui n'est pas un message de force guerrière. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il faudrait réhabiliter l'erreur. C'est-à-dire que l'erreur est une information en soi et finalement, elle permet d'avancer si on ne considère pas que c'est qu'on a une mauvaise note ou qu'on a eu une bonne note. Voilà, donc ça me refait parler de l'apprentissage, qui est forcément un moment où on est déstabilisé sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan affectif. Et si pendant cette déstabilisation, on n'est pas en sécurité, il y a des risques du jugement, etc., de moquerie, on va être freiné, on va être bloqué. Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais une erreur? Est-ce que si je fais une erreur, je fais quelque chose de mal? Et il y a donc à déconstruire finalement ce que notre passé nous a laissé en héritage, c'est-à-dire que l'erreur, dans l'apprentissage, est une information intéressante. Si je peux l'accepter, si je peux la prendre en compte, je vais pouvoir apprendre et surtout ne pas penser que je fais quelque chose de mal. Donc il y a ce statut de l'erreur qui doit être dépoussiéré de la notion de faute qui veut dire que l'erreur est du registre du mal.
Et il faudrait aussi sortir donc de ces contrôles qui constituent quand même la vie de l'école. Par quoi on peut les remplacer? Alors d'abord, il faut bien comprendre que l'élève, pour apprendre, il a besoin d'une période le plus longue possible dans laquelle il va pouvoir se tromper, recommencer, en toute sécurité. Donc sans que ces erreurs soient comptabilisées comme des écarts à la norme. Et ce sont les écarts à la norme qui, dans le contrôle, fait que plus il y en a d'écarts à la norme, plus sa note va baisser, plus l'élève va échouer personnellement. Donc moi, je repousserai les contrôles au moment où l'élève est prêt, c'est-à-dire où l'apprentissage est quasi terminé, où l'élève est prêt à passer le contrôle. Donc à ce moment-là, l'enseignant devient un allié. Oui, là c'est à la carte, c'est pas possible dans une classe de 30 élèves. Oui, c'est pour ça que j'ai écrit 20 clés pour favoriser l'apprentissage, pour justement sortir de ce Carib et Scylla qui est dans les classes actuelles où on veut que tous les élèves apprennent la même chose pour apprendre et pour être contrôlés en même temps. Ça, je pense que ce système-là, il faut l'abandonner parce qu'il y a deux écueils. Le premier, c'est les élèves qui n'ont pas les prérequis pour faire l'exercice qui est demandé. Et le deuxième écueil, ceux qui ont déjà appris avant et ailleurs, en dehors de l'école peut-être, et qui savent faire l'exercice et qui, eux, s'ennuient par rapport à la tâche demandée. Donc je pense qu'il va falloir avoir des plans diversifiés qui peuvent se faire, mais c'est tout un ensemble de dispositions à prendre pour modifier finalement la façon de faire un peu majoritaire actuelle, qui est fondée sur cette idée qu'il faut que tous les élèves apprennent en même temps la même chose pour être contrôlés en même temps. Alors, ce que vous dites aussi, et ça c'est vraiment quelque chose qui revient dans vos livres, c'est que l'enseignement, c'est allumer un feu. Ah, ça, c'est une vieille idée qui revient à Aristophane. Aristophane, bon, Johnny l'a dit plus tard. Mais un collègue, dans d'autres circonstances, un collègue de Socrate. Et effectivement, cette idée où l'élève est passif était déjà bien vue par Aristophane qui disait « enseigner, ce n'est pas remplir un vase ». Donc maintenant, on dirait « ce n'est pas un disque dur à graver ». Donc ce n'est pas un empilage de connaissances. Voilà, si l'élève n'est pas un objet mais un sujet, à ce moment-là, on va tout faire pour qu'il se sente en sécurité, pour qu'il prenne le risque d'apprendre et qu'il trouve le plaisir d'avoir réussi à apprendre. Alors quand vous dites le risque d'apprendre, en fait, il y a quand même une peur qui est générée par ces contrôles et qui freine l'apprentissage. Donc ça, c'est un autre problème aussi. Alors il y a deux sortes de peurs. Il y a une peur biologique qui est que chaque fois qu'on doit s'adapter, qu'on doit changer, ça nous fait un petit peu peur. Bon, là, je pourrais parler du cerveau, j'en parlerai pas ici, mais ça, c'est incontournable. Et puis, il y a une peur aussi qui est fabriquée par le dispositif, qui est qu'à tout moment, il y a des contrôles qui peuvent tomber, et le contrôle peut être utilisé aussi comme un moyen coercitif, une façon de dire à l'élève, tu dois apprendre ceci pour lundi, parce que sinon, il y aura le contrôle et tu vas te faire... tu auras de mauvaises notes. Bon, merci beaucoup Daniel Favre pour cet éclairage sur l'enseignement aujourd'hui, ce qu'il devrait être en tous les cas. Je renvoie à vos livres passionnants, Reconnecter l'école avec le vivant, Cessons de démotiver les élèves, 20 clés pour favoriser l'apprentissage, tous parus donc aux éditions Duno. Merci beaucoup. Merci.